Très bien. Bon, on va démarrer petit à petit avec le brise-glace que j'aime bien, qu'on aime bien faire pour découvrir l'expert sous un autre visage, sous un autre angle différent des bios qu'on connaît sur LinkedIn, sur Wikipédia. Rizwan, est-ce que vous êtes prêt à jouer le jeu du brise-glace entourage? Ah oui, bien sûr, bien Très sûr. bien. J'arrête mon partage d'écran et je demande à l'équipe entourage, team entourage, mettez Rizwan en plein écran. C'est le moment de vérité. Ouais. Rizwan qui raconte la communauté entourage et la communauté entourage qui va découvrir Rizwan sous quatre questions. Quatre questions simples, mais quatre questions qui Mhm. montrent, qui révèlent la personnalité de l'expert qu'on a en face de nous. Alors, Rizwan, première question pour vous. Pouvez-vous vous définir en deux mots? Deux mots qui vous qualifient et qui vous définissent. Ben, calme et professionnel, hein. Voilà. D'abord calme. Oui, calme, c'est ce qui revient vraiment en priorité, hein. Dans toute Oui, oui, situation. oui, oui. Voilà. Et dans toute situation, toujours. Dans toute situation, hein, oui, bon, Très bien. au maximum. Au maximum. Et professionnel, c'est votre mot d'ordre. Ouais, voilà, voilà. Très Je bien. crois on doit toujours rester dans le cadre de ce que nous avons appris. Et là, on peut mieux défendre ses intérêts, on peut mieux faire face aux situations complexes et difficiles. Et donc, ne jamais abandonner ce que nous avons appris sur le tas et ce que nous avons appris à l'école, hein. Tout à fait. Je vois les premières réactions. Mesdames et messieurs, continuez, c'est bien. On voit vos réactions par rapport aux propos de Rizwan, n'hésitez pas. Deuxième question pour vous, Rizwan. Quel est le conseil principal ou la leçon plutôt, la leçon principale apprise durant tout votre parcours? Parce que je pense que l'audience, tout à l'heure, vous allez brièvement vous présenter, mais c'est quand même des Mhm, années mhm, d'expérience. On mhm. parle de plus de 35 ans, voire 40 ans d'expérience. C'est quoi la leçon principale? Je pense que la leçon principale, c'est ce que j'ai dit au début, hein, c'est-à-dire les principes et les règles de base, surtout dans le métier de finance, sont toujours applicables. Et donc, parfois, on est, disons, confronté aux situations, on considère que c'est une situation unique, c'est de jamais vu. Donc, tout ce qu'on nous a dit comme règles et principes ne s'applique plus. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est Mhm. pas vrai. Et c'est là où on se trompe lorsque on fait, on abandonne les principes et les règles. Et donc, ce que j'ai appris, hein, c'est que chaque fois quand moi-même, je n'ai pas réussi dans une certaine entreprise ou dans un certain projet. C'est parce que quelque part, on a oublié qu'il y avait des règles et fallait respecter. C'est ça. Donc, toujours revenir aux règles fondamentales de base, notamment dans le secteur de la Voilà. finance. Toujours Voilà. revenir aux fondamentaux. Toujours revenir aux fondamentaux. Exactement. Très bien. Exactement. Parfait Exactement. pour cette leçon. Maintenant, ma troisième question, c'est le conseil. Le conseil que vous aurez aimé qu'on donne au Rizwan il y a 30 ans. 30 ans plus tôt, le jeune Rizwan, quel conseil vous aurez voulu avoir? Alors, oui, enfin, j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir des conseils très jeunes et j'ai beaucoup appris par la sagesse africaine, hein. Donc, il y a un conseil que j'ai eu, que j'aurais pu avoir un peu plus tôt, c'est que lorsqu'on est en colère, il faut jamais montrer sa colère. Hmm. Et il y a des situations dans lesquelles vous devez montrer une certaine réaction forte, une certaine colère. Et là, c'est quand vous vous maîtrisez très bien à l'intérieur, vous êtes calme, mais vous montrez parce que la situation en demande. Donc, c'est cet équilibre qui est surtout dans le monde professionnel, hein. Dans la vie privée, c'est un peu plus difficile de le faire, mais j'ai appris cela et ça a été vraiment bénéfique, mais j'aurais pu l'apprendre plus tôt dans ma vie. Voilà. Ne jamais montrer sa colère, toujours la maîtriser. Oui, voilà. Quand vous montrez votre colère, c'est-à-dire ça vous Dépasse, vous consomme. dépasse, vous ne vous contrôlez plus, vous ne vous maîtrisez plus. Et c'est là où, après, on regrette les choses qu'on aurait dit ou les situations qu'on a gérées de façon
un peu émotionnel, Mm, alors que euh, surtout le métier de manager et surtout dans le domaine de finance, on espère que on a des nerfs d'acier, hein. mm. On n'en a pas, mais il faut essayer. Il faut essayer. Très bien. Voilà. Très bonne Ouais. leçon que vous aurez voulu avoir plus tôt. Et je pense que la quatrième et dernière question peut-être va être en cohérence hein, en fonction de votre réponse. C'est si vous étiez un animal, vous serez lequel et pourquoi? Ah, bon, on dit que je suis comme un chien. Ah bon? Fidèle, hein? Fidèle, et puis toujours bon, en anglais, on a des expressions que je bosse comme un chien. J'ai des Hmm. chiens, mais ils ne bossent pas du tout, hein. Mais c'est ça qu'on dit. On dit que, bon, il y a des gens qui sont faits pour travailler comme des chiens, et puis il y en a d'autres qui sont nés patrons. Moi, j'étais jamais né patron. Moi, j'étais toujours travailleur. Et donc, voilà. Donc, je pense que je ressemble plutôt à un chien. C'est très Je clair. suis né dans l'année de chien selon le système Comme chinois. chinois. En plus. Oui. En Waouh. plus, voilà. Ouais. Donc, tout est logique. Je résume hein, Voilà. parce que je Mhm. trouve un fil conducteur sur vos quatre Mhm. réponses. Si on doit, Mhm. pour les derniers participants qui nous ont rejoints, Rizwan, en quatre Mhm. questions, Rizwan se définit comme quelqu'un de calme et professionnel. La leçon principale qu'il a apprise de son parcours, c'est toujours revenir aux fondamentaux, surtout dans le secteur de la finance. On innove, mais les règles de base ne changent pas. Toujours revenir aux fondamentaux. Et ça fait le lien avec le point, avec le mot professionnel tout à l'heure qui vous définissait. En termes de conseils que vous aurez souhaité avoir beaucoup plus tôt dans votre carrière, ne jamais montrer sa colère, toujours la maîtriser. Et ça fait également le lien avec le mot calme qui vous définit également. Et enfin, le chien, fidèle et travailleur, qui reflète également toujours ce côté calme, persévérance. Tout est aligné, tout est bien cohérent. Je ne sais pas si l'audience est d'accord avec moi. N'hésitez pas à envoyer des pouces. Et j'espère que vous avez découvert Rizwan sous un autre jour, avant le début de cette masterclass. Et peut-être, Rizwan, si vous avez un petit mot sur l'initiative qui nous réunit ensemble aujourd'hui, Entourage. Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative? Je pense que c'est excellent. Nous sommes en train de découvrir au travers entourage énormément de capacités, d'expertise, les talents et puis aussi les ambitions Tout à fait. pour développer l'Afrique, pour développer de nouveaux projets, pour ouvrir de nouveaux chantiers. Donc, je pense vraiment félicitations, bravo, et ce n'est que le début, hein. Ce n'est que le Et début, donc, tout à fait. voilà. Ce n'est Donc, que je le suis début. très enthousiaste. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Rizwan, pour ces mots. Sur ces mots, je vais faire la présentation brève d'Entourage pour l'audience qui nous rejoint, qui ne sait pas c'est qui Entourage. Et on démarre votre keynote dans à peine 2 minutes. Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, il y a beaucoup de participants connectés. Très bien. Enchanté, ravi que vous soyez avec nous. Je me présente. Je suis Raouda Taminou. Je suis la fondatrice d'Entourage de cette initiative que Rizwan a qualifiée de très intéressante et très fédératrice. C'est une initiative qu'on a pensée pour vous. Vous, mesdames et messieurs, vous qui avez un projet ambitieux pour le continent, sur le continent, mais vous ne savez pas par où commencer. Notre message pour vous, c'est d'arrêter de chercher. Vous avez l'ambition, nous avons la solution chez Entourage. Entourage, c'est quoi? C'est une plateforme qu'on a mis en place, une plateforme, un réseau d'experts de premier plan. Regardez ces visages, c'est un échantillon hein, de visages de nos experts qui aujourd'hui sont reconnus comme les meilleurs de leur domaine en Afrique, sont reconnus pour leur expertise et qui sont là aujourd'hui pour vous aider à accélérer votre trajectoire sur le continent. Comment est-ce qu'on fait ça avec nos experts? C'est des experts qui sont des devanciers. C'est des devanciers, c'est un mot qui nous tient à cœur aujourd'hui chez Entourage. C'est des personnes qui ont rencontré les mêmes problèmes, les mêmes obstacles que vous aujourd'hui, qui les ont surmontés avec du succès ou parfois avec de l'échec et qui sont prêts à vous partager leur retour d'expérience pour vous éviter de perdre du temps. C'est des experts qui sont des décideurs comme Rizwan, c'est des chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui en position de vous apporter des opportunités professionnelles ou même de business. Et enfin,
C'est des experts qui sont des facilitateurs, pardon, qui peuvent vous connecter avec le bon contact, le bon profil pour accélérer votre projet, votre trajectoire en Afrique. Ça se passe sur www.entourage.africa. C'est une plateforme, donc un réseau qu'on met en place avec ces experts. Tous les mois, on rajoute 5 experts de premier plan. Ça nous prend du temps d'aller les dénicher, d'aller les convaincre de nous rejoindre. Et tous les mois, c'est 5 nouveaux experts. Donc, c'est 80 experts qu'on a aujourd'hui sur la plateforme depuis le mois de septembre, avec environ 35 secteurs qu'ils couvrent à eux tous. Ils ont travaillé sur plus de 36 pays en Afrique. Donc, ne cherchez pas la réponse à votre problème. La solution à votre problème est sûrement sur Entourage. L'expertise est sur Entourage pour vous aider à débloquer votre situation. Concrètement, comment ça marche? C'est une plateforme qu'on a mis en place pour que vous puissiez réserver des appels vidéo payants de 30 à 60 minutes avec ces experts qui maîtrisent la complexité de notre continent et qui pourront vous donner des conseils personnalisés pour développer votre carrière, votre entreprise ou votre expertise. Concrètement, c'est en 3 étapes, hein. À travers Entourage, vous accédez à des experts de qualité qui d'habitude sont très occupés, très inaccessibles. Vous obtenez des conseils personnalisés et concrets et vous atteignez vos objectifs rapidement et facilement. Concrètement, Entourage, grâce à Entourage, vous faites des pas de géant. C'est rapide, c'est fiable et c'est ancré localement. Fini les doutes et les décisions à l'aveugle. Avec Entourage, vous accédez à la bonne expertise pour agir avec clarté et confiance. On a une offre d'accompagnement fixe, standard. C'est en 3 étapes. 15 minutes de préparation stratégique pour vous aider à trouver le bon expert ou pour vous aider à préparer votre session avec l'expert de votre choix. 1h15 d'échange avec l'expert pour avoir les réponses à votre problématique. Les experts préparent les sessions en amont parce qu'ils reçoivent des fiches sur votre problématique. Et ensuite, 2 mois de suivi personnalisé avec l'équipe entourage pour vous accompagner à mettre en pratique les conseils précieux que vous avez reçus de nos experts. C'est une offre gagnante. Dorénavant, avant de lancer votre projet en Afrique, validez-le avec un expert sur entourage. Et ça marche déjà. Il y a plein de clients qui nous font confiance, qui échangent avec nos experts, qui notent nos experts et qui se disent boostés, éclairés et capables d'oser beaucoup plus pour avancer en Afrique. Donc, c'est des parcours transformés. On espère que bientôt, vous nous ferez également confiance et vous passerez avec nos experts pour accélérer votre trajectoire. Et tous les samedis, on a nos experts qui jouent le jeu, qui viennent nous former, qui viennent nous faire grandir, nous, la communauté entourage, sur leur thématique d'expertise. Et ce samedi, c'est Monsieur Rizwan Haider qui vient nous sensibiliser sur sa thématique de prédilection, réussir le financement de projets structurants en Afrique, quels sont les leviers, les risques et les stratégies gagnantes. Donc, la parole est à Rizwan. Et juste avant de l'introduire, je tiens à préciser que cette masterclass est enregistrée et sera disponible sur YouTube pour que vous puissiez la visionner à nouveau quand vous le souhaiterez. Rizwan, merci beaucoup. La parole est à vous pour votre keynote. Je partage l'écran et je vous laisse commencer à vous présenter, vous introduire à l'audience d'entourage. Merci beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup, Raudat. Je m'appelle Rizwan Haider. Je suis banquier de profession avec environ 40 ans d'expérience active, essentiellement sur le continent, mais également au Canada et en Europe. J'étais impliqué dans le projet EcoBank depuis le départ. J'ai été directeur général de EcoBank au Bénin, directeur général du groupe EcoBank, directeur d'exploitation du groupe EcoBank. J'ai travaillé pour le groupe HSBC, j'étais vice-président senior pour l'Afrique et l'Afrique centrale et l'Afrique occidentale. Euh, j'ai travaillé pour le groupe Orabank. J'étais directeur général de Orabank au Bénin. Euh, et puis, depuis 2016, je suis indépendant et je travaille euh, comme le président du cabinet Art Conseil, mais je suis aussi un conseiller de président de la République du Bénin. À ce titre, j'ai eu à restructurer les banques publiques et les fusionner euh, pour créer la banque BIC au Bénin, qui est la première banque. Et donc, voilà, à peu près, je suis administrateur de plusieurs structures, des banques, des institutions financières. Je suis président du conseil d'administration de la société euh, immobilière et d'aménagement urbain, la CIMO, qui est chargée de réalisation des projets d'infrastructure et des projets immobiliers au Bénin. Voilà très brièvement mon parcours. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de financement, comment lever les financements, comment
structurer son dossier et comment réussir le financement de projets structurants en Afrique, les leviers, les risques et les stratégies gagnantes. Donc, je vais vous parler je vais vous donner des conseils, je vais vous expliquer comment mieux faire sur la base de mon expérience et donc les petits conseils que je vais pouvoir vous donner. Alors, une question qui est posée lorsqu'on démarre un projet, c'est quel type de financement on va chercher. Donc, on a composé une question ici. Comment choisir entre dette, equity, PPP? PPP, c'est les partenariats publics-privés et financement hybride qui sont un mélange de ces différents types de ressources financières. Je vais vers les banques commerciales, institutions de développement ou approcher les banques d'affaires. Voilà, ce sont des genres de questions qu'on pose lorsqu'on démarre. Évidemment, chaque source de financement a ses particularités. La dette, c'est classique, c'est soit au niveau des banques commerciales, soit les institutions de développement. Equity, il faut plutôt contacter les institutions de participation ou des privés, des individus qui peuvent participer au capital. Les partenariats publics-privés, c'est avec les États. Mais c'est des opérations complexes pour lesquelles il faut être accompagné des experts qui vous guident dans les conventions de PPP qui sont extrêmement délicates, sensibles et complexes. Ainsi, lorsqu'on approche les institutions de développement ou des maisons de participation, il y a un besoin d'être accompagné des experts en la matière pour obtenir les meilleures solutions. Euh, et donc, le planning pour le financement est une étape extrêmement clé pour réussir votre projet. Lorsque on, on avance sur la structuration de projet, il y a un certain nombre de questions importantes qui sont posées. On passe d'une idée vers un dossier. Donc, c'est un processus qui est complexe, qui demande beaucoup d'étapes, beaucoup de réflexion et il faut ouvrir beaucoup de sujets. Donc, euh, si vous voulez, euh, tout dépend du secteur d'activité qu'on a choisi, la zone géographique, l'importance du projet et donc les ressources propres qui sont disponibles, que le dossier se structure au fur et à mesure. Comment parler le langage des financeurs? Les établissements financiers, ils ont euh, des principes et des questions de base qu'ils veulent voir dans un dossier. Je vais vous présenter ici 6 points qui sont essentiels pour un dossier. Si on n'a pas ces 6 points euh, qui ont été intégrés dans le dossier, il serait difficile de réussir et même aller parler avec une institution financière. Donc, premièrement, c'est la capacité de gestion, c'est la capacité managériale du projet. D'abord, pendant la phase projet et puis après la phase d'exploitation, il faut avoir la capacité managériale. Deuxièmement, il faut la capacité technique et de métier parce que ça dépend du secteur d'activité. Si c'est un projet agroalimentaire, par exemple, il faut qu'on ait dans l'équipe les expertises et les expériences qui permettent de bien mener le projet sur le plan technique. Ensuite, l'analyse du marché, la concurrence et la capacité de pénétration du marché. Donc, je crois que c'est évident. Il faut que ce que notre projet va produire, il existe un marché
Il existe certainement une concurrence aussi, mais comment est-ce que nous pouvons faire face à cette concurrence? Quels sont nos atouts? Quels sont nos avantages comparatifs par rapport aux autres concurrents? Et comment nous allons pouvoir pénétrer le marché? Ensuite, bien sûr, la rentabilité financière et la faisabilité économique, ce sont les bases fondamentales de tout projet économique. Il faut qu'on soit doublement assuré que le projet est largement rentable, économiquement faisable et qu'il y a une faisabilité économique. Ensuite, il faut présenter le plan capitalistique. Il faut que le projet contienne le plan capitalistique. Quels sont les apports des fondateurs du projet, des promoteurs du projet qui sont disponibles? Quelle partie va être en forme de la dette? Quelle partie va être offert aux investisseurs pour prendre euh, une participation. Les participations peuvent prendre différentes formes. Il peut y avoir des instruments convertibles, etc. Euh, et puis, sixième point, c'est le secteur d'activité. Est-ce que ce secteur en soi présente des perspectives prometteuses? Il est important qu'il y a des opportunités de croissance importantes sur une longue durée pour que le banquier regarde votre dossier. Donc, ça, c'est les points qui permettent de parler avec un financeur, un banquier sur votre projet. Ensuite, comment naviguer les attentes des bailleurs? Voilà, c'est une question importante. Les points que je vous ai évoqués constituent enfin les attentes. Donc, il faut que on obtienne leur retour sur ce que nous avons mis dans le dossier. Et sur chaque point, ils vont vous prodiger des conseils, ils vont vous demander de gérer de telle ou telle façon. Maintenant, il faut faire un plan pour bien répondre aux attentes des bailleurs dès le début. Souvent, j'ai remarqué dans mon expérience que les promoteurs des projets sont tellement ambitieux, tellement enthousiastes et tellement convaincus que leur projet est 100% un projet qui sera réussi. Ils n'écoutent pas assez bien ce que dès le début, le banquier leur a dit. Et donc, ils foncent jusqu'à qu'on arrive à un point où euh, on constate que les problèmes qui ont été signalés sont toujours présents et ça pose un problème pour obtenir l'accord final de la banque. Donc voilà, c'est important de les écouter et essayer de se conformer à ce qu'ils ont demandé. Quatrième pilier de cet effort, c'est de bien analyser les risques, présenter des garanties et puis assurer que le projet va être conforme, c'est-à-dire on va respecter toutes les règles de conformité, et les règles de base qui sont reconnues, mais aussi selon les institutions, il y a des exigences additionnelles concernant l'environnement, concernant l'impact sur les populations, concernant disons, euh, les questions d'éthique, les questions de moralité, etc. Donc, ça, c'est des points sur lesquels on doit être prêt à se défendre. Voilà. Une fois qu'on a établi la relation avec l'institution financière pour euh, obtenir le financement, c'est une relation extrêmement importante pour le projet qui démarre et il faut gérer cette relation.
Et évidemment, la confiance, c'est le maître mot. Comment bâtir une relation de confiance? C'est d'abord, on commence avec les personnes de confiance, les personnes que l'institution connaît et reconnaît. Si on est accompagné par des personnes qui déjà mettent le banquier en confiance, je crois que c'est un très bon départ. Ensuite, présenter un sommaire du projet qui soit préparé professionnellement. C'est-à-dire, avant de déposer tout le dossier avec tous ses annexes, euh, il est toujours conseillé que les premiers contacts soient faits avec les établissements financiers et qu'on leur présente un sommaire et obtenir leur réaction. Suivre les consignes données par les banquiers pour monter le projet. C'est-à-dire, ils vont vous donner des consignes, ils vont vous faire des commentaires, comme j'ai dit avant. Ce sont des consignes qu'il faut écouter. Parfois, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils vous disent, mais vous ne pouvez pas les négliger. Soit vous les évacuez en apportant des preuves, des arguments pour pour les atténuer, ou vous suivez leurs conseils pour apporter ces éléments dans votre dossier. Respecter le planning et les étapes arrêtées avec la banque. Ça, c'est très important. Lorsqu'on fait un planning et on se met d'accord sur les étapes, par exemple, lorsque vous présentez un projet, vous avez prévu, par exemple, s'il s'agit de construction d'une usine de transformation d'un produit agricole, lorsque vous présentez le projet, vous avez les devis d'équipement, vous avez la présentation des partenaires techniques qui vont peut-être gérer, et vous apporter un soutien technique, etc. Mais c'est souvent en forme en forme des offres, parce que tant que le financement n'est pas bouclé, vous ne pouvez pas signer les contrats fermes. Mais une fois que vous avez déposé le dossier avec ces éléments, après, il faut suivre ces éléments et ne pas négliger ces étapes. Lorsque vous allez négliger certaines étapes ou vous allez changer votre planning, il faut toujours que le banquier soit informé et qu'il soit sur la même longueur d'onde que vous-même. Communiquer de façon régulière et permanente avec la banque. Oui, ça va de soi. Je crois que on est d'accord que plus vous communiquez et plus vous partagez les informations, le prochain point, c'est la même chose. Partager les difficultés et présenter les mesures envisagées parce que au cours de déroulement d'un projet, il peut y avoir des difficultés. D'ailleurs, toujours, il y a des difficultés qui arrivent. Il faut les expliquer et il faut envisager les mesures et tenir le partenaire financier informé. Maintenant, il y a un point qui peut être mis dès le début, mais c'est juste un rappel. Vérifiez bien les informations que vous soumettez. Alors là aussi, c'est quelque chose que parfois on néglige parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont rassemblées dans un dossier de financement. Les informations techniques, les informations sur le marché, les informations sur la réglementation, qui sont parfois euh, erronées, parfois dépassées, et entre-temps, peut-être qu'il y a eu de nouvelles règles, etc. Il faut vraiment que dans votre équipe, il y a des gens qui sont totalement en phase avec ces éléments et qui corrigent et vérifient tout le temps les informations que nous avons fournies. Sinon, euh, on risque d'avoir des mauvaises surprises et ça peut créer un problème de confiance avec, avec la banque. Évitez de présenter des scénarios trop roses. Ouais. Ça aussi, c'est un problème assez fréquent. C'est-à-dire,
J'ai un ami qui disait que un promoteur qui tombe amoureux de son projet devient un facteur négatif pour le projet. Parce que plus on est amoureux, plus on ne voit que de bons côtés et qu'on néglige les parties faibles, on néglige les risques, on néglige les obstacles. Donc, il est important que les scénarios qu'on présente soient les scénarios les plus réalistes, les plus proches aux réalités de tous les jours et éviter qu'après, vous aurez des ajustements très, très importants à faire. Et là, ça change les prévisions financières et ça ne plaît pas à vos partenaires financiers. Voilà. Donc, en allant un peu plus loin dans l'optimisation du montage financier, euh, il y a beaucoup de facteurs. Nous avons choisi ici trois piliers. Les partenariats. Les partenariats sont extrêmement importants pour un projet structurant et un projet complexe, que ce soit euh, industriel, que ce soit un projet de tourisme, que ce soit un projet d'infrastructure, que ce soit un projet d'exploitation des ressources naturelles, un projet minier. Dans toutes sortes de projets que nous considérons structurants, ça ne peut pas se réaliser sans les partenariats. D'abord, pour le montage technique du projet, le montage financier, économique du projet, pour la fourniture des équipements euh, industriels, pour la gestion, pour l'installation d'abord et après la gestion des équipements. Pour toutes ces étapes fondamentaux du projet, on a besoin des partenariats. Donc, il faut vraiment travailler sur euh, la création de ces partenariats. Euh, je m'excuse une seconde. Vous allez m'accorder une seconde. D'accord, Rizwan. Je crois que Rizwan a sûrement reçu un message ou un appel euh, qui, qui, qui a perturbé sa présentation. Donc, on lui donne juste quelques secondes pour qu'il adresse cela. Ça y est, Comme il- c'était Ah, juste, ça y est, c'était juste la porte sonnée, j'étais seul. ok. Excusez-moi. D'accord. Donc, je disais que euh, la qualité des partenariats euh, est tellement important pour la réussite d'un projet qu'on doit au départ mettre tout son temps à choisir les partenaires et puis établir les partenariats, les conditions de ce partenariat avec tout l'effort, toute, disons, concentration que le promoteur pour consacrer à cette partie-là. C'est fondamental. Il faut aussi les partenaires qui vous suivent en ce qui concerne vos relations avec d'autres partenaires et tout ça, ça va ensemble. Ensuite, il est important de souligner que un financement, surtout industriel, est complexe. Et- et le financement a plusieurs phases. Au départ, c'est l'installation, la mise en place des structures de production. Et donc, c'est pendant cette phase, on fait des décaissements pour acquérir les outils de production. Pendant cette période, il y a une gestion financière qui doit être bien programmée. Pendant cette période, il n'y a pas de recettes. On négocie avec les institutions financières les conditions de service de la dette. Parfois, on arrive à payer les intérêts uniquement. Parfois, même les intérêts peuvent être suspendus, ce qu'on appelle les intérêts intercalaires. Donc,
C'est la première phase de mise en place d'une unité industrielle. Euh, Ensuite, euh, ça peut être industriel ou touristique ou infrastructure. On a à peu près les mêmes exigences de phasage de financement. Ensuite, il y a l'exploitation. Au départ, c'est la phase démarrage. Donc, on n'a pas atteint la pleine capacité. Et donc, pour cette période aussi, il faut prévoir dans les prévisions financières les dispositions nécessaires pour éviter des crises, éviter les blocages, éviter les situations embarrassantes. Donc, la définition des phases et réunir les éléments financiers et autres qui doivent gérer ces phases est extrêmement important. Ensuite, il peut y avoir euh, des phases d'extension de la capacité de production qui peuvent s'ajouter dans le projet au fur et à mesure. Mais l'essentiel des phases, c'est surtout la période de construction et installation et disons, la production. J'ai aussi ajouté un point ici, comment optimiser le montage financier, c'est de toujours choisir les outils qui sont adaptés au contexte africain. C'est très important parce que il existe des processus et des instruments très, très sophistiqués dans les marchés des pays développés et qui ne sont pas toujours disponibles en Afrique ou disponibles de façon limitée, partielle, etc. Et peut-être limitée à certaines industries, mais pas à tous. Donc, parfois, les promoteurs peuvent considérer que le monde fonctionne comme un village et que nous pouvons avoir accès à tous ces outils. Euh, Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le monde est très divers et les réalités sur le terrain sont les réalités sur le terrain. Et donc, il faut bien étudier ce que nous pouvons, sur quoi nous pouvons vraiment compter. Il faut aussi prendre en compte euh, les réalités par exemple, des régimes de taux d'intérêt qui existent dans différentes zones d'Afrique, qui sont très différents des pays développés. Nous avons des pays où les taux d'intérêt dépassent 30-40%. Dans les pays avec les régimes de taux d'intérêt de ce genre, il faut voir quels outils de financement vous pouvez déployer parce que ce n'est pas vraiment pour euh, tous les communs de mortels d'aller s'aventurier dans une situation, dans un régime de taux d'intérêt de ce genre. Il y a aussi des risques de change qui peuvent être assez importants. Donc, il faut prendre tous ces aspects en compte et éviter de penser qu'on pourra avoir accès aux instruments très sophistiqués de la dette ou de equity qui sont difficilement réalisables et qui peuvent être peut-être pas conseillés. Donc, toujours s'entourer des experts qui ont les expériences et qui ont la capacité de vous guider, c'est toujours utile et même nécessaire. Voilà. Alors, une fois que on a déployé notre projet sur le terrain, il y a des éléments très importants qu'il ne faut jamais oublier parce que un projet est pour bien démarrer, mais tomber dans les difficultés si on n'a pas pris le soin de la bonne gouvernance financière, par exemple. Disons, la bonne gouvernance, c'est que tout ce que nous avons prévu dans nos prévisions financières
qu'on respecte ces éléments. Et puis, lorsqu'il y a des retards ou des blocages, il faut toujours se réajuster, de se récalibrer, toujours en bonne intelligence avec les partenaires financiers. Mais si on continue, par exemple, de dépenser alors que les recettes sont retardées, et ce n'est pas la bonne gouvernance financière. C'est là où les problèmes arrivent et on n'arrive plus à faire face à l'endettement et vraiment la rentabilité du projet est en péril dans cette situation. Donc, la gouvernance financière, c'est vraiment la base. Anticiper les défis d'implémentation pour livrer à temps et dans le budget. C'est-à-dire, tout projet a ses difficultés de mise en place, hein. Ces difficultés peuvent être d'ordre logistique, de l'ordre technique, de l'ordre réglementaire. On prévoit obtenir des licences, des autorisations dans un certain délai, mais parfois les procédures administratives peuvent être plus longues ou il peut y avoir des changements, des nouvelles exigences, etc. Donc, il y a toujours des facteurs que nous ne maîtrisons pas. Il faut anticiper autant qu'on peut, mais aussi être prêt à faire face aux situations nouvelles et il faut être toujours vigilant. C'est la vigilance qui permet de gérer les situations. C'est quand on se réveille tard que le problème est plus difficile à surmonter. Et le dernier point ici, c'est la conformité aux exigences de protection environnementale et l'impact sur les populations. Nous avons dit que au cours de déroulement de projet, d'abord sa construction, son installation et après l'exploitation, nous ne devons jamais négliger ou minimiser l'importance de la conformité dans nos activités. Et ceci est vraiment le gage de réussite. Ça permet de nous défendre et les autorités dans un pays ou dans une zone vont toujours soutenir les promoteurs et les industries qui sont conformes. Même si vous avez des problèmes, ils vous soutiendront. Les institutions financières vont vous soutenir lorsque vous êtes conforme. Mais lorsque vous avez négligé les consignes de protection environnementale, impact sur les populations, vous serez un mauvais citoyen et vous ne serez pas soutenu. Vous allez définitivement avoir des difficultés. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, on va un peu vers la conclusion et je vais ici vous présenter quelques secrets de réussite en ce qui concerne la recherche de financement. Euh, le sujet est très vaste, hein, et donc nous avons essayé de vous présenter les points que vous allez retenir et que vous allez penser lorsque vous êtes soit en tant que promoteur, soit en tant que conseiller des promoteurs de projets, de ne jamais oublier ces points. C'est-à-dire un projet dans un secteur d'activité qui est un secteur prometteur, déjà vous ouvre beaucoup de portes. Vous allez venir dans un pays où vous voulez ouvrir des casinos. Je pense que vous n'aurez pas l'accueil, sauf si c'est un pays qui développe une zone touristique et qui vont installer beaucoup de casinos dans cette zone. Mais en général, ce n'est pas un secteur productif qui va, disons, convaincre
le soutien que vous avez besoin. Donc, les secteurs d'activité, les secteurs productifs, les secteurs clés, les secteurs qui ont beaucoup de potentiel et beaucoup d'avenir, si on est dans ces secteurs, déjà, c'est un point important de réussite. Ensuite, il y a le profil des promoteurs. Le promoteur lui-même et puis autour de lui, l'équipe qu'il a, c'est ça qui permet de présenter un dossier euh, crédible qui va convaincre les partenaires financiers. Si nous avons des profils qui ne correspondent pas du tout avec les exigences du projet, ça serait difficile. Disponibilité des compétences techniques et financières, voilà. Donc, on doit toujours former les équipes, hein. Un seul promoteur, une seule personne, malgré toutes ses capacités, ne peut jamais maîtriser à la fois la technique, le marché, les finances, euh, la conformité et tout ce que vous voulez. Donc, il faut, il faut une équipe et il faut les compétences qui soient utiles pour le projet. C'est un point important de réussite. Maintenant, tout le monde a des idées, mais il faut un minimum d'apport financier pour un projet. Et sans ça, je vous assure que c'est difficile et ça restera difficile. Euh, ah, j'ai des personnes qui ont de très beaux projets, mais qui ont zéro capacité d'apport. Et ça c'est un handicap difficile. Il existe des solutions pour ce genre de situations. Il y a des aides par des institutions bilatérales ou multilatérales ou parfois par les États. Mais ce n'est pas la règle. Un projet structurant exige qu'il y a un apport financier minimum. Exemple de réussite de projets similaires. Voilà, ça aide beaucoup s'il y a eu. C'est-à-dire que l'innovation est une bonne chose, mais en même temps, si vous êtes dans un secteur où d'autres personnes ont réussi, c'est un point positif pour vous. Vous pouvez faire la même chose et réussir. Donc, les exemples des projets similaires qui ont réussi aident énormément. Et puis, on revient au partenariat et soutien disponible. Plus vous avez les partenariats, plus vous avez le soutien, plus on multiplie les chances de succès pour votre projet. Voilà les principaux points que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui dans cette séance. Je ne sais pas, Raudat, comment j'ai fait dans le temps. Euh, Le temps a été tenu. Merci beaucoup, Rizwan. Merci pour Très bien. cette keynote très intéressante. Comme je disais, on a collecté des questions en amont, hein, lorsque les participants se sont Mhm, inscrits. mhm, Et le Q&A est ouvert. oui. Donc, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à commencer à poser des questions. J'ai déjà vu une ou deux questions passer dans le Q&A. Déjà, Rizwan, vous voyez les réactions de l'audience Oui, 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 je vois beaucoup de voilà, cœurs qui montent. Ça c'est me leur fait moyen de chaud au témoigner. cœur, je peux dire. Voilà, c'est leur moyen de témoigner de leur intérêt, de leur satisfaction par rapport à la keynote. Donc, Merci. on va démarrer avec les questions qu'on a collectées en attendant que les participants dans le live commencent à poser quelques questions. Avant de prendre la première Très bien. question de l'audience, moi, j'ai une question par rapport à tout ce que j'ai écouté. Et j'aimerais une Mhm, petite clarification. Je pense que ça peut être bénéfique pour l'audience également. C'est deux questions en un. Est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce qu'on appelle un projet structurant? Pour qu'on comprenne bien quand on dit projet structurant, parce que ça soulève beaucoup cette question qu'on vous pose à vous, les banquiers. Mythe ou oui. réalité, les entrepreneurs en général, quand vous parlez d'innovation, on se dit on va jamais venir à la banque parce que la banque ne nous prête pas. Est-ce que c'est parce qu'on c'est parce qu'on n'a pas un projet structurant? C'est pour ça que la banque ne prête pas aux entrepreneurs innovants? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous clarifier un petit peu cette notion-là pour qu'on valide si c'est un mythe Mhm. ou une réalité, au fait. Je crois que on a euh,
beaucoup de choses qu'on peut dire sur le fait que les institutions financières ne sont pas ouvertes pour les nouvelles idées, pour les projets innovateurs et que ils cherchent autre chose. Oui, Mais tout ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'est pour expliquer que les institutions financières ont leur exigences, ils gèrent les fonds d'autrui et ils doivent les déployer sur les bases claires et structurées. Alors, un projet structurant, c'est un projet qui, d'abord, apporte quelque chose à l'économie, d'accord, aux populations, au développement national euh, et qui a un impact positif sur l'ensemble des critères. Ça, c'est un projet structurant. Donc, aujourd'hui, notre débat est resté sur les projets structurants. exactement. Et lorsque on a des idées, euh, je vous assure que dans les économies plus développées, on encourage beaucoup plus les projets innovants, les idées nouvelles, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans le développement disons, des procédés industriels totalement révolutionnaires, dans la biotechnologie, euh, dans la génétique, dans des domaines vraiment qui sont euh, l'avant-garde de sciences et technologies. Oui, Euh, euh, dans l'environnement africain, euh, c'est limité. C'est limité parce que nous avons beaucoup à faire dans les domaines de base. Il ok, faut dire que on a besoin de développer notre industrie, on a besoin de développer notre infrastructure, on a besoin de développer nos réseaux de communication, transport, euh, immobilier. On n'a pas beaucoup parlé d'immobilier, mais ok, l'immobilier est un secteur important dans nos pays. Et donc, pour nous, un projet structurant, c'est un projet qui assiste dans ce développement, dans son ensemble. d'accord, Et la technologie fait partie de cet environnement, mais au service de développement. Et pas uniquement, disons, une approche intellectuelle de très haut niveau. d'accord, Aujourd'hui, quand j'assiste à une pareille séance en Europe ou aux États-Unis, je vous assure que les sujets sont totalement, on peut dire, différents quand on parle des projets innovants et les idées extraordinaires qu'on développe. Euh, on a développé les choses, par exemple, Airbnb ou Uber ou ces genres de produits qui ne sont basés sur rien. Sont basés uniquement sur une application sur le téléphone, mais qui ont révolutionné le monde. Donc, ça peut toujours exister. Il y a des exemples en Afrique d'avoir créé ces genres des idées, mais quand vous allez avec cette idée sur papier, le financier en Afrique ne sera pas enthousiasmé, hein, ça, je vous assure. oui. Voilà, Parce qu'il y a des besoins primaires, comme vous dites, à couvrir d'abord, c'est ça. Ok. voilà. Très bien. Donc, entrepreneur innovant qui est dans la salle, Rizwan ne dit pas que vous ne trouverez pas du financement en Afrique. Il dit juste qu'avec les banques, ça va être au cas par cas. Et pour cela, il faut se faire accompagner pour bien préparer son projet et optimiser ses chances de succès. C'est bien cela, si je résume. Exactement, exactement. Parce que c'est vrai que si on vient par exemple, je prends l'exemple au Bénin de FEDAPI. FEDAPI, Mhm, pour ceux qui ne sont pas au Bénin, c'est un agrégateur de paiement, mobile money ou autre. C'est de l'innovation. Aujourd'hui, FEDAPI travaille avec l'État. Le fondateur de FEDAPI, ici à l'époque, il était venu voir les équipes de Rizwan à Aura Bank, par exemple. Est-ce qu'on aurait pu dire, est-ce qu'on aurait dit c'est trop innovant ou est-ce qu'on va se dire, ah, les populations, on voit l'impact, parce que vous avez dit, c'est un projet qui apporte à l'économie, aux populations. voilà.
au développement national et qui a un impact clair. Aujourd'hui, FEDAPay, c'est un des premiers partenaires de paiement pour l'État. Donc, innovant, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas éligible au financement Non, 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 pas du tout, absolument bancaire. pas. Bancaire, oui. C'est-à-dire, il faut lier ça avec d'abord un plan financier, une rentabilité claire, et puis qu'est-ce que ça apporte? Aujourd'hui, la digitalisation dans les États africains est un facteur très important qui apporte énormément aux recettes publiques, la transparence, et puis amélioration de l'environnement économique qui permet les investissements importants. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais négliger. C'est ça. Très bien, merci Rizon pour ma question à moi. C'est un peu ça les privilèges d'animer la masterclass avec les experts, avec les panélistes. On pose d'abord nos questions. Rizon, on commence à avoir beaucoup de questions dans le live, donc on va démarrer très Mhm. vite la partie des questions qu'on a collectées. Je tiens à dire qu'il y a pas mal de D'accord. questions que vous avez déjà abordées dans la keynote. Donc ceux-là, on va plus les poser pour gagner Mhm. du temps parce qu'il y a pas mal de questions dans le live. D'accord. On va prendre les 4-5 questions pertinentes qui restent qui ont été collectées à l'avance. Vous en avez une sur comment maximiser le capital confiance? Quel acte de crédibilité faut-il poser lorsqu'on n'a pas de bien matériel à garantir auprès d'une banque pour l'obtention d'un financement dans le cadre d'un projet d'envergure? Oui. Oui. Excusez-moi, j'ai eu une petite interruption là. Je reprends. Vous pouvez reprendre, voilà. Oui, oui. Quel acte de crédibilité faut-il poser lorsqu'on n'a pas de bien matériel à garantir auprès d'une banque pour l'obtention d'un financement dans le cadre d'un projet d'envergure? Voilà. C'est-à-dire, dans un projet, d'abord, il y a le projet en soi, c'est-à-dire les biens du projet, si c'est une petite unité industrielle ou c'est un bien du secteur touristique, etc. Pour la banque, la principale garantie, c'est cet outil de production en soi. OK. Les autres garanties qu'on demande, qu'on appelle les garanties collatérales, permettent de doublement assurer la banque que si les outils de production n'arrivent pas à générer suffisamment de liquidités pour faire face aux échéances, qu'on peut faire recours vraiment en cas d'échec vers les garanties, d'autres garanties. Maintenant, en absence de ces garanties, il existe les mécanismes et des institutions de garantie qui OK. peuvent apporter une garantie partielle pour un projet. Et il existe ce genre des institutions de garantie Mhm. en Afrique un peu partout. Par exemple, le FAGAS Ah, dans les pays francophones, j'ai vu le aussi. fonds de solidarité africaine. Et puis, dans chaque pays, il y a des structures. Par exemple, au Bénin, africaine de garantie et de C'est ça. cautionnement, etc. Au Burkina aussi, il y a des structures comme ça. Donc, ça permet de pallier au manque des biens immobiliers d'un promoteur pour un projet. Et ces fonds de garantie, comment ça fonctionne pour les néophytes parmi nous qui ne sont pas très familiers à ça? Mhm. Qu'est-ce qu'ils prennent en échange? Parce que du coup, ils viennent garantir notre risque auprès de la banque pour que la banque prenne Oui. le risque. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, qu'est-ce qu'on leur cède? Est-ce qu'on cède quelque chose à ces fonds de garantie-là? Alors, il y a plusieurs façons de mobiliser les garanties. Souvent, c'est la banque prêteuse qui approche les institutions de garantie pour obtenir une garantie partielle pour renforcer, disons, l'ensemble des couvertures disponibles pour le dossier. Donc, le promoteur n'est pas en relation directe avec une institution de garantie. Euh, il y a peut-être un coût, dans certains cas, pour, disons, la commission de garantie qui est transférée vers le client ou dans certains cas, la banque absorbe ce coût dans les intérêts. Parce que ça peut être une garantie complètement silencieuse que le client n'est pas censé à gérer. D'accord. Euh,
Donc, euh, c'est le sérieux de projet, c'est les chances de réussite qui permettent une institution de garantie de soutenir le projet Soutenir. partiellement. Parfois, ils peuvent demander certaines garanties directement au niveau du promoteur aussi, sa caution personnelle ou quelque chose de ce genre-là. Donc, euh, il existe plusieurs formules Oui. pour y arriver. D'accord. Et cette garantie, ça correspond à ce que vous disiez dans la partie les secrets de réussite. Où vous nous avez listé 6 secrets de réussite. C'est l'équivalent de l'apport financier minimum qui est obligatoire dont vous parliez. Venir avec un apport financier Oui, minimum ou c'est complémentaire? oui. Oui. C'est complémentaire OK. parce que l'apport, c'est-à-dire en général, on demande 20-25% d'apport Mhm. dans un projet d'investissement industriel, etc. C'est ça. Cet apport, le promoteur doit assurer entre lui, sa famille, ses amis, etc., pour que ça constitue le noyau de base D'accord. de montage financier. Voilà. C'est ça. Et donc, on vient avec cet apport de 20-25%. Et en plus de ça, si on n'a pas, comment il disait la question tout à l'heure, si on n'a pas le bien matériel à garantir, on peut aller prendre, on peut faire, en tout cas, la banque peut nous aider à faire recours à un fonds de garantie, en plus de l'apport Voilà, financier. Très bien. exactement. C'est une des questions qu'on a eues dans déjà dans le live pour vous. On vous demandait qu'est-ce que l'apport financier du promoteur et ça, c'est à hauteur de combien? C'est bon, on a eu la Oui, réponse déjà pour cela. Merci pour la question, d'accord. monsieur Senou Ferdinand. Très bien. Question suivante pour vous, Rizwan. Euh, c'est par rapport à la viabilité financière et la maîtrise des risques. Il vous demande quels sont les indicateurs clés de rentabilité des projets dits structurants. Comment mieux gérer les risques pays et risques opérationnels liés à la gestion de ces projets en question? Oui. Alors, le risque pays, c'est un facteur qui, qui revient souvent. Alors, lorsque le promoteur et le banquier se trouvent dans le même pays, bon, le facteur risque pays n'est pas directement attribué. Seulement, il y a un risque environnement en général, hein, un risque d'environnement politique, etc., qui peut retarder certains projets. Mais je crois que le banquier, un financier, quand on parle de risque pays, c'est lorsque le risque est pris sur un pays extérieur. C'est sur un autre pays. Dans ce cas-là, pour les projets d'une certaine taille, il existe des remèdes et des solutions. Par exemple, pour les grands projets, infrastructures, mines, etc., euh, la Banque mondiale a une filiale qui s'appelle MIGA, qui apporte les garanties, une couverture risque pays. Il y a d'autres institutions financières qui apportent les garanties de risque pays. Et donc, pour les projets d'une certaine taille, il existe les solutions de risque pays. Ce n'est pas aussi facile pour les petits projets. Les Par petits. exemple, si vous voulez construire un restaurant dans un pays, bon, je pense que le risque, il n'y a pas de couverture risque pays que vous C'est ça, pouvez trouver. Voilà. c'est ça. Et je Est-ce que pense que j'ai bien répondu? oui, oui. Bon, vous avez Oui. répondu justement c'est en fonction du pays et en fonction du Mm. projet, pardon, je veux dire, du projet, Voilà. la notion de risque pays est également développée. Et je pense que ça rejoint la question suivante que vous avez déjà un peu couverte, c'est par rapport à entreprendre en contexte conjoncturel. C'est quoi les véhicules de financement innovants qui peuvent permettre aux porteurs de projets de combler leur déficit de financement tout en limitant l'exposition aux effets d'une conjoncture économique instable. C'est un petit peu ça, hein? Voilà. Alors, des compléments et des instruments de financement, on peut citer l'émission des titres et des obligations ou la titrisation de certains biens. Encore, c'est les instruments qui sont un peu sophistiqués. Ce n'est pas pour les projets de petite et moyenne taille qu'on peut avoir recours à cela, mais pour les projets d'une certaine taille,
on peut euh, arriver à émettre les titres de dette qui peuvent être souscrits soit par les investisseurs privés, des institutions spécialisées, soit une fois qu'on a quelques années d'expérience, on peut aller sur la bourse, par exemple le VRVM, et on peut émettre les titres. Dans certains pays, comme les pays anglophones, comme le Nigeria ou le Ghana, euh, on peut au Kenya, il y a aussi les instruments de dette Oui, de courte durée qui peuvent aussi être émises par les promoteurs, par les entreprises pour lever les financements sur le marché. C'est-à-dire que c'est une sorte de désintermédiation. On va directement vers les investisseurs par ces instruments et lever les fonds. Et il y a toujours une institution euh, organisateur qui gère cela. d'accord. Voilà. Très clair. Et les deux dernières questions sont liées. C'est par rapport au financement vert et aux critères ESG. Parce que vous en avez parlé dans la partie réussir le déploiement du projet en Mhm, disant qu'il faut mhm. commencer, il faut de plus en plus pour les entrepreneurs se conformer aux exigences de protection environnementale et l'impact sur les populations. Donc la question qui est venue, c'est comment intégrer efficacement ces critères ESG dès la conception d'un projet pour sécuriser un financement international et est-ce qu'il y a des mécanismes de financement qui sont spécifiquement accessibles aux porteurs de projets verts ou liés à la transition énergétique? Absolument. C'est-à-dire, il y a des institutions multilatérales et bilatérales qui favorisent les projets verts, que ce soit l'énergie solaire, que ce soit euh, adduction d'eau, que ce soit la culture bio, l'agriculture bio, une industrie de pêche responsable, etc. Donc, il y a des secteurs Hmm. d'activité vertes qui sont très bien suivis et pour lesquels il existe des sources de financement spécialisées. La Banque africaine de développement aussi a un volet de financement vert qui suit le secteur privé comme pour le public. Donc, c'est des sources de financement qui sont disponibles. Je pense que lorsqu'on entame un projet vert, il faut dès le départ travailler sur sa structuration totalement verte, que ça soit conforme aux exigences des bailleurs potentiels. Donc, on développe le projet en fonction de ces exigences et en ce moment-là, on peut prétendre au financement vert qui sont disponibles. Il y a aussi dans l'Union européenne un mécanisme de crédit carbone euh, qu'on peut aussi, disons, bénéficier et profiter en présentant des demandes de crédit de carbone Pour et l'Afrique. qui, pour l'Afrique. Oui, oui, on peut le faire. C'est-à-dire, parfois, ça se fait avec les entreprises européennes qui sont sur le marché européen et qui ont besoin de, 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 de- disons, de compensation euh, de crédit carbone. Et les projets en Afrique peuvent être un facteur pour ces entreprises de profiter de ce crédit carbone parce que lorsqu'ils s'engagent dans les projets qui sont négatifs au niveau de carbone, il faut qu'ils les compensent par des projets qui sont positifs au point de vue de génération de carbone, des gaz d'effet de serre. Et cela Mhm. permet les projets africains de se qualifier au travers ces mécanismes. Nous n'avons pas une bourse ou un mécanisme de crédit carbone en Afrique pour le moment. Il y a des projets qui sont en cours, mais on peut aller profiter de ce qui existe ailleurs.
OK. Mhm. Pour creuser un peu ce point, Rizwan, hein, Mhm. OK, vous avez dit, quand on a un projet à impact ESG, qui est en tout cas un projet vert, euh, Mhm. il existe des mécanismes de financement et des bailleurs qui financent ce type de projet. Est-ce que vous êtes en Mhm. train également de dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend un projet dans l'agriculture, voilà, Mhm. c'est un Mhm. projet divers et ça impacte les populations locales, Mhm. ça coche les cases de l'impact économique. Donc, prenons un projet agriculture qui a une visibilité en termes de rentabilité. En termes de projection, c'est rentable. Donc, est-ce que vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, même si ce type de projet va voir les banques, hum, mais qui répond aux critères économiques, mais n'a pas travaillé son impact, les banques peuvent commencer également à lui dire, ah, il faut que tu nous montres tes critères de SG, même s'il va pas chez les bailleurs verts. Même les banques commencent à prendre le pas également sur ce genre d'approche. C'est-à-dire qu'il faut différencier entre les projets qui sont totalement verts et qui correspondent aux exigences de financement vert, Voilà, qui est différent. c'est ça. Maintenant, dans tous les projets, c'est-à-dire que même un projet aujourd'hui d'industrie des hydrocarbones, il faut un certain nombre de critères verts dedans. Hmm, C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que si un projet qui n'est pas qualifié vert n'est pas laissé libre cours, il y a énormément des exigences de protection de l'environnement et diminution de l'impact sur l'environnement. tout à Donc, fait. ça, on est obligé de se conformer. Maintenant, lorsque, par exemple, vous avez parlé de l'agriculture, si on parle de l'agriculture bio, ça, Oui. c'est totalement vert. Maintenant, si vous avez agriculture traditionnelle, vous utilisez les engrais chimiques, vous ne pouvez pas vous qualifier sous la rubrique agriculture verte. Hmm, Mais même en faisant l'agriculture traditionnelle, il y a des exigences de plus en plus, disons, croissantes c'est ça. de protection de l'environnement. D'accord. Très bien. Écoutez, merci Rizwan. Je pense que c'est tout pour les questions qu'on a collectées en amont. On va vous laisser reprendre un peu votre souffle parce que vous avez quand même pas mal parlé. Vous nous avez enrichi en informations. Et je vais prendre cette petite 5 minutes pour répondre, pour présenter la collaboration entre nous, entre Entourage et vous, Rizwan, pour ceux qui veulent échanger avec vous. En attendant, je vous laisse regarder dans les Q&A. En bas, il y a une petite bulle Q&A avec 7 questions déjà. Maintenant, 8 questions déjà que les gens vous posent dans le live. Je vous laisse juste les parcourir et tout à l'heure, on va en prendre quelques-unes auxquelles on va répondre, auxquelles vous allez répondre dans le live. Je vous laisse les lire tranquillement pendant que je présente votre profil sur Entourage pour ceux qui aimeraient échanger avec vous. Ça vous va? Très Est-ce bien, que je vais voir. vous arrivez à bien voir le Q&A? Oui, oui, je vois Il y le a environ huit questionnaire. questions que les gens vous ont posées. Il y en a quelques-unes que OK. j'ai déjà un petit peu élaborées, que j'ai déjà répondu, notamment les taux d'intérêt, Mhm. le minimum, le taux d'apport minimum. Mais il y en a d'autres que je vous ai laissées au fur et à mesure. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes restés connectés. Je le vois dans les participants encore, que vous avez été séduits parce que vous avez entendu de la part de Monsieur Rizwan Haider sur le financement des projets structurants. Et donc, si vous êtes un porteur de projet dits structurants et vous souhaitez euh, vous faire conseiller sur comment structurer votre demande de financement auprès des banquiers ou des bailleurs, je pense que l'expert Rizwan Haider est le bon pour vous conseiller et vous donner quelques pistes, quelques approches pour renforcer et solidifier votre dossier. Et ça se passe en 3 étapes, hein, comme je le dis souvent. Sur Entourage, c'est toujours en 3 étapes. Lorsque vous réservez votre session sur Entourage, vous nous envoyez vos éléments de question pour que l'expert puisse préparer la session en amont. Durant la session, il vous aide à dresser une feuille de route pratique de comment mettre en place, comment élaborer votre plan d'action pour pouvoir aboutir votre projet. Et ensuite, c'est un passage à l'action avec l'équipe entourage pour mettre en place et appliquer ces différents conseils au jour le jour ou semaine après semaine. Donc, si vous êtes prêt à faire avancer votre carrière, j'insiste sur la carrière parce que vous allez voir, Rizwan, il y a une question dans le chat sur la carrière, je crois, la carrière dans les banques. Donc, si vous êtes prêt à faire avancer votre carrière et également votre projet structurant votre business en Afrique, si vous êtes un professionnel ambitieux qui vise à progresser rapidement ou si vous souhaitez propulser votre recherche de financement, n'hésitez pas à réserver une session avec notre expert Rizwan Haider. Il est disponible sur Entourage toutes les semaines, les vendredis à 9h GMT. Nos experts jouent le jeu, ils nous accordent en moyenne 1 à 2 heures par semaine
Dans le cas de Monsieur Rizwan Haider, c'est les vendredis à 9h GMT qui consacre sa session de coaching entourage pour les professionnels qui souhaiteraient bénéficier de ces conseils précieux. Et je le rappelle, hein, l'offre entourage, la formule d'accompagnement, c'est toujours en trois étapes. Une préparation stratégique en amont pour vous aider à élaborer vos questions pour l'expert. 1h15 d'échange avec l'expert pour avoir des conseils personnalisés sur votre problématique, vos projets, votre cas à vous. Et 2 mois de suivi personnalisé avec l'équipe entourage. Et dans le cadre de notre collaboration avec Monsieur Rizwan Haider, cette offre d'accompagnement coûte 250 euros, soit 165 000 francs CFA. Et vous avez bien sûr un code promo aujourd'hui, pendant 48 heures, un code promo Rizwan 25 qui vous offre 25% de réduction sur votre première session avec Rizwan. Le lien vers le profil de Rizwan est dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus pour réserver votre session quand vous serez prêt. Donc, c'est Rizwan 25, le code promo. Et je tiens à préciser, Rizwan, comme plusieurs de nos experts, aujourd'hui reverse 100% de ses revenus à une association. Il ne touche rien des revenus qu'il génère sur Entourage. Pour lui, c'est son moyen de transmettre, d'accompagner cette génération qui est ambitieuse, qui veut aller de l'avant. Donc, 100% de ses revenus sont reversés à une association aujourd'hui dans le cadre de la collaboration avec Entourage. Donc, le code promo vous permet de réserver votre session à 125 000 francs CFA, soit 190 euros. Et Rizwan, on a essayé de vous faire une petite surprise pour Mhm. faire témoigner un de vos premiers clients, le Canadien, votre client qui est basé au Canada, Lionel Baessam, mais avec le décalage horaire, vous comprenez qu'il est en train de dormir à l'heure Mhm, actuelle. oui, Donc, il n'a pas pu être présent, mais il nous a fait part, d'accord. il nous a fait part de de l'évaluation suite à votre session que vous avez eue Mhm. ensemble. Il nous a dit, Monsieur Haider est un expert pointu du secteur bancaire à l'international et en Afrique, et qu'il a eu des réponses à toutes ces questions et que la session était parfaite. Si vous avez peut-être un petit mot à nous Ouais. partager sur c'était quoi ces interrogations et comment vous l'avez accompagné pour que l'audience se rende compte des types de questions ou conseils qu'ils peuvent attendre de vous. Oui, ça fait un moment que nous Oui, avions fait cette séance et je crois que son idée, c'était de comment euh, revenir sur le continent et développer ses activités et quels sont les difficultés, quels sont les avantages et quelles sont les opportunités. Et donc, nous avions eu un échange assez riche et je crois que il avait trouvé son compte, hein, on peut dire. exactement. C'est ce qui Voilà, m'était. La session était parfaite, oui, tout à fait. oui, Donc, il vous salue et voilà, il s'excuse de ne pas pouvoir être là ce ouais, parce qu'il était très tôt au c'est, Canada. c'est gentil de sa part et je le salue aussi. Très bien, on lui transmettra cela. Donc voilà, mesdames et messieurs, si comme Lionel, vous souhaitez avoir des conseils pour avancer votre carrière, parce que Lionel, je crois que c'est également un banquier, hein, c'est un banquier au Canada, hein, c'est bien ça, hein, Rizwan. Oui, oui, Donc oui, votre carrière dans la exactement. finance, mais également votre projet de financement, n'hésitez pas à réserver votre session avec Rizwan, le lien est dans le chat. Il y a un petit sondage qui va apparaître également pour ceux qui souhaitent être assistés dès lundi par l'équipe Entourage pour réserver leur session, pour diagnostiquer leur projet. N'hésitez pas à remplir le sondage dans le live. Donc, le sondage apparaît à l'écran dans quelques instants. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur la collaboration. N'hésitez pas à réserver votre session. On va prendre les questions. Les questions dans le live. Rizwan, est-ce qu'il y en a quelques-unes que vous avez remarquées? Oui, Vous les répondre. oui. Très Par bien. exemple, il y a une question euh, par Michel Akové. Et Oui, il demande, que pensez-vous de crowdfunding en Afrique? tout à fait. Alors, c'est une question intéressante parce qu'il y a quelque temps, notre cabinet avait fait une étude sur crowdfunding en Afrique pour le D'accord. compte du gouvernement allemand. Et nous avons trouvé que ça existe, hein, malgré que les gens pensent que c'est quelque chose de euh, très éloigné de notre environnement. Il existe des instruments de crowdfunding, certains qui sont basés en Afrique du Sud, d'autres au Kenya, et puis ceux qui sont basés en Amérique, mais que les entrepreneurs africains arrivent à bénéficier et profiter de ces instruments, enfin de cette mode de financement et il faut aller chercher sur le web, mais vous allez trouver que ça existe et les gens en profitent et qui font un certain usage de ces financements. Il y a plusieurs formes Plateforme. que ça peut prendre.
de tout petit aux tailles moyennes. Et je crois que c'est un sujet que l'entourage même pourra développer si besoin, s'il y a un intérêt. C'est ça, c'est la Voilà. demande. Très bien. Ensuite, alors, Ensuite, on m'a posé la question si Moussa Traoré oui. demande si il y a des structures dans l'UMOA qui accompagnent dans le cadre d'un financement par equity. Mhm, Euh, on avait un instrument au niveau de l'UMOA dans le passé qui s'appelait Coris. Bon, mhm. ça a été maintenant fusionné avec la BEAD. Donc, au niveau de la BEAD, il y a la possibilité de prise de participation. Euh, ça existe au niveau institutionnel. Euh, Maintenant, il y a il y a des private equity funds qui existent en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et on est en train de les créer au Bénin aussi. Je fais partie d'une initiative qui est en cours actuellement de prise de participation. Et donc, il y a un début de l'offre dans la zone. Très bien, je Euh, ferme donc cette question. Donc, il y a des instruments de financement en equity qui commencent à voir le jour dans l'UMOA. Et voilà. celui de Coris n'existe plus? Ça a été fusionné avec la BEAD, donc ça existe au niveau Ok, de la BEAD. ok, C'est pas Coris Bank, hein, c'était une autre structure. ok, Rien d'accord. à voir avec Coris Bank, oui. Bien avant la création de Coris Bank. Voilà. Donc, alors, il y a une question de Vincent qui Oui, demande euh, est-ce fiable de commencer le financement de son premier projet par un prêt? C'est une très bonne question. ok, C'est une très bonne question. Euh, Quand il s'agit de son premier projet, c'est vrai que euh, ce n'est pas évident de trouver un financement bancaire. Donc, tout dépend. Il faut avoir des partenaires dans votre projet. Si vous avez des partenaires qui peuvent inspirer la confiance des prêteurs, vous pouvez avoir votre premier projet et vous pouvez avoir un financement, mais il faut que vous soyez entouré des partenaires, des associés, des partenaires techniques. Et à ce moment-là, oui, c'est possible. ok. Vous avez une question de Bamba Naboudou. Je ne sais pas si vous l'avez vue, celle-là. Bamba, Tout en haut, c'est la première, là. ah oui, en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, il y a un déficit de plusieurs milliers de logements à Abidjan. Oui, c'est une bonne question. Mais c'est un parcours de combattant pour trouver un financement. Euh, Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Oui, je peux très bien expliquer cela. Parce qu'on parle beaucoup de structurer son projet, mais c'est quoi un projet structuré selon vous en tant qu'ancien banquier? Voilà. Alors, le financement de l'immobilier et surtout le financement de l'habitat, c'est un sujet assez spécialisé et ça dépend comment on le prend. C'est-à-dire, si c'est fait par le secteur privé de façon assez, on peut dire, ouverte et même anarchique, en ce moment-là, il n'est pas évident de trouver le financement. Lorsque c'est fait dans le cadre des cités et que dès le départ, le promoteur il cherche non seulement un financement pour la réalisation de projets, mais aussi des possibilités de financement pour les acquéreurs. En ce moment-là, c'est très clair. Nous avons le projet de 20 000 logements au Bénin, que moi-même, je suis à l'origine de ce projet. Nous avons les financements disponibles, nous avons des solutions disponibles pour acquisition de ces logements. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de projets privés et même la société publique qui a réalisé beaucoup de logements. Il n'y avait pas toujours une bonne coordination en ce qui concerne les financements pour les acquéreurs. Donc, c'est vous avez parlé de structurer un projet, c'est vrai que c'est ça. C'est-à-dire que si c'est bien structuré,
Parfois, les promoteurs, ils cherchent uniquement un financement de promotion immobilière, qui est un financement à court terme. C'est pour le délai de construction et ils pensent qu'une fois que c'est construit, on va acheter et ils vont rembourser et puis l'affaire est finie. Mais il faut penser dès le départ au financement des acquéreurs, qui sont des financements à long terme. Il faut déterminer les conditions, etc., s'entendre avec les bailleurs. Et quand on va vers le marché pour euh, commercialiser son projet immobilier, il faut aller avec tout le package, avec le financement acquéreur et les partenariats avec les institutions financières. Les institutions financières vont vous suivre lorsque le projet est bien maîtrisé, est bien géré et que le produit à un prix raisonnable et ça a été réfléchi pour tel ou tel segment de la population parce qu'il faut prendre en compte le pouvoir d'achat et donc la quotité accessible des personnes qui peuvent bénéficier de ces financements. Donc, c'est tout à fait faisable. Il faut que ça soit fait dans un cadre intégré des différents acteurs de financement immobilier et financement des logements. Juste Voilà. peut-être une petite précision. Dans le cadre des 20 000 logements que vous développez avec Oui, la CIMO, ce que vous dites, c'est oui. que vous proposez aux acquéreurs je ne vais pas dire partenariats, mais en tout cas des collaborations avec les banques de la place pour qu'ils puissent... euh, Non, ah, justement, on avait développé ça différemment parce qu'on a eu l'avantage d'avoir des financements à très long terme par des institutions, disons, internationales. Donc, on a eu financement BOAD, euh, on a eu un financement Banque islamique de développement, BADEA et même la Caisse nationale de sécurité sociale qui ont permis la Simon de vendre ces logements à crédit directement. Donc, le crédit est fait le par crédit est fait par la l'institution. CIMO. Ok. Voilà, voilà. Donc, vous souscrivez et puis vous n'avez même pas d'apport à payer, c'est juste 3 mois de loyer. Et puis, c'est une formule location-acquisition. Et donc, une fois que vous avez fini, on est passé c'était 17 ans, mais on a allongé ça à 20 ans maintenant. Donc, il y a un financement de 20 ans qui est disponible pour l'acquisition. D'accord. Et donc, dans le cas de Madame Bamba Naboudou, est-ce que ce qu'on est en train de Oui, dire, c'est que si c'est pas fait dans un cadre de consortium ou d'offres bien structurées, si elle est toute seule, c'est compliqué de trouver, de structurer, de trouver un financement immobilier absolument. étudiant? S'il y a un petit promoteur qui construit 3 logements ou 10 logements, euh, même pour ce petit promoteur, il est conseillé qu'il organise un financement acquéreur lorsqu'il démarre le projet. J'en ai fait ce genre de projet, Mhm. 10, 20 logements, mais en bonne intelligence avec une institution financière qui accepte d'accompagner les acquéreurs. D'accord. Très clair. Voilà. Madame Bamba Naboudou, j'espère que vous avez eu la réponse à vos questions. Sinon, comme dit Rizwan, c'est au cas par cas. Donc, n'hésitez pas à échanger avec lui si vous voulez avoir plus de précisions sur comment monter votre dossier. Alors, il y a une question de Brice Lawson. Ah, ça, par contre, c'est une question pour vous, Rizwan. C'est un Oui, entrepreneur oui, agricole au Bénin qui allait voir oui, les banques oui, au Bénin qui sont frileuses. Donc là, c'est clairement dans vos compétences. oui, oui. On parle des projets agricoles. Mhm. Voilà. Donc, Monsieur Brice Lawson, euh, il y a une différence entre les projets agricoles et les projets agroalimentaires qui sont beaucoup plus orientés vers la transformation des produits agricoles. Lorsqu'il s'agit d'un projet purement agricole, nous n'avons pas vraiment une très bonne, disons, organisation de financement. Au Bénin, maintenant, il existe un fonds national de développement agricole qui est le seul instrument, la seule institution qui peut soutenir les paysans pour un financement agricole. Ils ont une capacité limitée, mais ils font un effort et ils sont en train de faire plus en plus. Mais les banques ne financent pas l'agriculture directe, c'est-à-dire le risque.
de récolte agricole n'est pas un risque qui est acceptable pour une banque commerciale. Ça. Donc, euh, dans les pays où on a développé l'agriculture, on a développé les instruments et les institutions de financement agricole. Vous avez entendu parler des crédits agricoles dans beaucoup de pays, etc. Donc, nous n'avons pas cet instrument de façon large, mais les États sont en train de faire les efforts pour accompagner les paysans. Il y a des produits qui sont, euh, on peut dire, faciles à commercialiser. Et donc, il y a un soutien qui est disponible aussi en forme des engrais, etc., pour certains secteurs, comme le secteur coton. Et là, ça permet les paysans d'avoir un gain de liquidité parce ils obtiennent les engrais et les semences à crédit. Et donc, ils n'ont pas à payer pour les engrais et les semences. C'est une forme de crédit. Ça, c'est disponible pour certains secteurs. Mais c'est vrai qu'un financement purement agricole au niveau des banques, ce n'est pas faisable. C'est trop risqué. Je pense à rejoindre la dernière Oui, question qui vient d'arriver là. oui. Vers quel mode de financement faut-il aller dans un projet agroalimentaire? Donc, agroalimentaire, c'est agro-industrie, n'est-ce pas? Donc, on rentre plus dans le cadre Voilà, de plus de exact. 300 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Faut-il aller vers une banque, un business angel, des fonds publics ou autre? Non, vous pouvez aller chez les banques. Certainement, les banques sont outillées à financer ce genre de projet. Maintenant, il faut voir les détails, comment la structure est faite, C'est etc. fait. C'est Euh, ça. les business angels, s'il y en a, bon, pourquoi pas, mais euh, Oui, les financements en Côte d'Ivoire de l'agriculture se font régulièrement, mais en forme, lorsque le financement n'est pas un risque direct sur la récolte, mais après la récolte. Donc, tout ce qui est stockage, vente, commercialisation, transformation, c'est cette partie-là qui peut être financée. c'est ça. Très clair. Et les questions continuent de venir. On ne pourra pas tout prendre, mesdames et messieurs. On prend juste deux dernières Voilà, questions parce on va arriver à la d'accord, fin de la séance. Là, on va prendre une question philosophique et une question sur la carrière. Question d'accord. philosophique, c'est pour vous, Rizwan. Il demande, que pensez-vous des PPP dans les pays de l'UMOA pour le financement des projets d'investissement public? Que faire pour que les pays s'en sortent mieux? Oui, je crois que les PPP sont un instrument tout à fait légitime et très utile pour, surtout lorsqu'il s'agit des grands projets d'infrastructure, d'énergie, etc., des routes, etc. Donc, ça permet les États de ne pas s'endetter et le secteur privé organise le financement. Parce que le PPP n'est pas un instrument de financement, mais plutôt un montage en ce qui concerne les responsabilités. Et qui prend quoi? C'est-à-dire, dans le cadre d'un PPP, c'est le partenaire privé qui obtient un financement et qui a une sorte de concession avec l'État pour engranger les recettes et rembourser le crédit et payer peut-être une redevance à l'État, etc. Par exemple, dans le cas d'une centrale électrique ou les péages, construction de routes et encaissement par les péages, Oui, c'est des formules qui marchent assez bien. Mais il ne faut pas transformer tous les projets en PPP parce que PPP, tous les projets ne sont pas adaptés pour les exigences des PPP. c'est ça. Donc voilà. Sinon, c'est une formule tout à fait réussie chez nous et ailleurs. Très bien. Et la question sur la carrière, je pense que c'est un jeune banquier qui vous le pose. Y a-t-il des certificats particuliers? C'est Moussa Traoré. Ouais. Y a-t-il des certificats particuliers à passer pour se spécialiser en financement des États et des projets structurants? Bon, je crois que la formation bancaire, ITB, etc., est organisée dans tous les pays francophones.
Mais c'est plus le métier qu'on apprend. C'est pas un produit particulier, par exemple, le financement des États. Donc, on apprend le métier dans sa globalité. À l'intérieur, tous ces sujets sont traités. Absolument. Très bien. Très bien, je pense on a parcouru la majorité des questions. Peut-être voilà, une question auquel même moi j'aimerais bien avoir la réponse. Je pense que je l'ai, mais je veux votre confirmation. Quelqu'un qui a suivi votre keynote depuis le début a dit, vous avez dit tout à l'heure dans les critères clés là, de réussite, vous avez dit par exemple qu'il faut avoir, c'est écrit où? Alors, il faut avoir des exemples de projets réussis. Quand on a tous les autres critères, mais on n'a pas encore d'exemples de projets réussis, comment est-ce qu'on fait pour rassurer la banque? Oui, il faut chercher dans votre équipe les personnes qui ont eu cette expérience d'avoir réalisé les projets clés Partenariat ou toujours. avoir participé dedans. Mm, Donc, si vous n'avez pas ça, vous devez avoir quelqu'un qui l'a, c'est ça. Ah, donc, on revient toujours, c'est toujours sur la notion de partenariat. de Partenariat, partenariat. qui Absolument, est très absolument. importante parce que vous avez dit choisir dans les critères clés, hein, c'est Mhm. bien nouer des partenariats stratégiques. C'est ça les Absolument, premiers critères pour optimiser le montage financier. absolument. Parfait. Donc, on va s'arrêter là pour les Q&A parce qu'il y en a plein qui D'accord. continuent à venir. Rizwan Aïda ne pourra pas répondre à toutes les questions parce que le temps, on a dépassé déjà le temps de 30 minutes. On Donc, a on va clôturer cette largement, oui. masterclass largement. Donc, mesdames et messieurs, si Mhm. vous voulez présenter votre cas, votre problématique à notre expert, le lien est dans le chat pour aller vers son profil sur Entourage pour réserver une session. Le code Rizwan 25 vous est offert pour avoir une réduction de 25% sur votre première session d'échange. N'hésitez pas, faites comme nos clients qui se servent de nos experts pour valider leur projet avant de passer à l'action. Et j'aimerais que vous vous joigniez à moi pour remercier Monsieur Haider pour cette masterclass durant laquelle on a beaucoup appris. Et j'en profite pour présenter la prochaine masterclass de la semaine prochaine, la prochaine et dernière masterclass, on annonce, de la saison. Parce qu'on va prendre quelques semaines de répit côté entourage. Parce que Rizwan, je ne sais pas si vous le savez, on a démarré les masterclass au mois de novembre. On n'a pas manqué un seul samedi depuis le mois de novembre. C'est 30 Je masterclass. sais. Aujourd'hui, avec vous, c'est notre 30e masterclass Bravo, aujourd'hui. 30 bravo. samedis où 30 experts ont joué le Mhm. jeu et sont Mhm. venus gratuitement former, sensibiliser la communauté entourage. C'est plus de 10 000 personnes qui se sont inscrites à nos masterclass Rizwan et plus de 25 000 personnes qui regardent les replays sur YouTube. Donc, il y a quelque chose, il y a un mouvement en marche. Les gens ont soif de connaissances et ont soif de passer à l'action aux côtés de nos experts. Donc, n'hésitez pas à réserver la dernière masterclass de la saison chez Entourage. Ce sera la semaine prochaine, le samedi prochain, avec Gilles Hachem sur la thématique de développer l'IA en Afrique. Quels sont les défis à surmonter et les opportunités à saisir? Le lien est dans le chat si vous souhaitez vous inscrire. Sinon, n'hésitez pas à le partager à votre entourage, à vos connaissances qui seraient intéressés par le sujet. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite à vous Merci. joindre à moi pour remercier chaleureusement notre expert Rizwan Haider qui a pris de son temps pour nous former et nous sensibiliser sur comment est-ce qu'on structure et on finance des projets structurants en Afrique. J'espère que vous avez beaucoup appris à nos côtés. Et merci à vous. Rizwan, le mot de la fin est pour vous. Et j'espère que vous voyez les réactions de l'audience. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant de voir cette conférence et puis constater autant d'intérêt, autant d'enthousiasme. C'est pas une surprise parce que je sais que le sujet est sensible et ça évoque énormément de débats, mais on peut jamais totalement couvrir tous les aspects du sujet parce que c'est très vaste et complexe. Mais je suis content de la réponse et toutes les questions qui ont été posées. Et merci à Entourage pour cette organisation. Merci beaucoup, Raudat, et à Merci, Rizwan, bientôt. pour la confiance. À très bientôt. Merci à tous et à samedi prochain pour notre dernière masterclass de la saison. Passez un bon week-end, tout le monde. Merci, merci, merci. Merci.